Et en présence de nos lecteurs, que nous remercions de nous avoir rejoints aujourd'hui ici sur le site des Grands Vaudins, nous recevons maintenant Jean-Louis Bancel. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Frédéric. Merci de nous avoir rejoints et bon anniversaire. Bon anniversaire, pourquoi ? Ça fait 10 ans que vous êtes à la tête du Crédit Coopératif. Voilà. Eh oui, 10 ans, donc ça se fête. Le Crédit Coopératif qui est une banque pas comme les autres. On peut dire que c'est la banque de l'économie sociale et solidaire. Alors on va parler ensemble du financement de l'économie sociale et solidaire, on va parler de la finance militante, mais vous êtes quand même une banque. Ça veut dire que vous accordez des prêts, vous cherchez des rendements sur les marchés financiers. On peut rappeler que vous êtes une filiale du groupe BPCE, Banque Populaire. Non, pas une filiale. Pas une filiale. Une maison mère. J'y insiste. Je ne vais pas rentrer dans les choses trop compliquées, mais le groupe BPCE est un groupe composé du réseau des caisses d'épargne, des banques populaires et du crédit coopératif. Et c'est nous qui sommes propriétaires de BPCE. Alors vous êtes quand même une banque, et la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous regardez aujourd'hui la situation sur les marchés financiers. Est-ce que vous êtes inquiet ? La bourse, c'est comme les ascenseurs, c'est fait pour monter et pour baisser. Point. Donc ça, il faut déjà resituer ça. Nous, notre fonction, c'est d'être banquier au sens classique, c'est-à-dire s'occuper de l'économie réelle. Nous collectons les dépôts de nos clients. C'est qui les déposants au crédit coopératif ? Ce sont d'abord des associations, parce que beaucoup d'associations ont de la trésorerie pour mener leur activité. Deuxièmement, ce qu'on appelle dans le jargon du métier des grands institutionnels. C'est quoi ? C'est les grandes mutuelles d'assurance, les grandes mutuelles de santé. Pourquoi ces gens-là collectent des cotisations pour payer des prestations ? Mais il y a un décalage, ils ont de la trésorerie. Et bien sûr aussi les particuliers qui ouvrent au crédit coopératif des comptes, des livrets, des comptes courants, etc. et des comptes dans la finance solidaire. La vraie question pour nous, en tant que banquier, dans tout ça, c'est la durabilité de la boutique. C'est très simple, notre métier. On essaye de faire en sorte de prêter à un petit peu plus cher qu'on a emprunté. Là où ça interpelle ce qui est en train de se passer avec les taux d'intérêt très très bas, pour ne pas dire négatifs sur certains points, c'est quelle vision du monde ça porte. Ça veut dire que, au moins dans la réflexion théorique, hier vaut plus que demain. L'avenir ne rapporte pas et on n'a pas confiance en l'avenir. On peut se poser des questions quand, à la fin, l'avenir n'est que pure spéculation. Mais quand à la fin, on ne croit même pas que ça vaut la peine de s'endetter et de payer un petit quelque chose pour s'endetter, ça pose des réelles interrogations sur l'avenir. Voilà. Mais je ne suis pas tous les matins rivé sur qu'est-ce que fait le CAC 40, etc. Vous avez dit il y a 2 ans, à l'ouverture du Forum Convergence, et vous le retrouverez en vidéo sur Mediatico, vous avez dit « les banquiers ont la mémoire d'un poisson rouge ». Oui. Ça veut dire quoi ? C'est très clair que, je sais pas, pour moi, j'ai tellement vécu cette situation de 2008, où on s'est demandé qu'est-ce qui allait nous arriver, mais bon, c'est bien sûr d'être en responsabilité qui dit ça. Il faut surtout pas paniquer, et ça là-dessus, moi, je suis reconnaissant aux autorités publiques européennes et en particulier la Banque Centrale Européenne d'avoir su bien réagir, etc. Mais tout le monde nous promettait la main sur le cœur, plus jamais ça, plus de salaire mirobolant, etc., etc. Regardez la réalité d'aujourd'hui. On est revenu au même stade. Ah oui. Je ne vais pas dire que c'est pire, mais c'est pas mieux. Et là-dessus, moi j'en ai tiré des conséquences pour nous, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Crédit Coopératif, depuis maintenant 7-8 ans, à chaque assemblée générale, il y a la transparence et les sociétaires votent sur ma rémunération personnelle, celle de la directrice générale et celle de l'équipe de dirigeants. Voilà. Alors Jean-Louis Bancel, si on regarde aujourd'hui, si on écoute les jeunes dans la société d'aujourd'hui, ils nous disent que le grand enjeu, c'est la transition écologique et solidaire. C'est le social et c'est l'environnement. Sur l'enjeu climatique d'abord, comment est-ce que le Crédit Coopératif se positionne ? Vous avez un slogan en ce moment, c'est « Ayez le pouvoir d'agir pour la planète ». Ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire que ça fait maintenant plus de 15 ans que nous sommes très présents dans le financement des énergies renouvelables. Et donc nous avons aujourd'hui, depuis maintenant plus de 5 ans, introduit des critères ESG dans notre politique de crédit. Environnement, social, gouvernance, les 3 critères ESG qui président au fond à la finance responsable. Pour nous, c'est une évidence. Bon, ça fait longtemps que c'est pour nous intégré. Ça fait un bout de temps qu'on a affiché 0 paradis fiscaux. Nous n'utilisons pas les paradis fiscaux pour ce qui nous concerne, parce que nous sommes d'abord une entreprise. Je suis soumis
a une obligation de vérifier que le crédit coopératif, certains clients du crédit coopératif ne se servent pas de la banque pour faire du blanchiment, pour le trafic de la drogue, le je sais pas quoi, le je sais pas quoi. On vérifie qu'il n'y a pas de la fraude fiscale ou des trucs comme ça. Mais moi, je n'ai pas à imposer ma vision du monde aux clients. Et donc, là-dessus, nous, on n'a pas à vous demander est-ce que tu mets une partie de ton fric en Suisse ou je ne sais quoi. Ça, c'est pas mon problème. En revanche, nous, on s'interdit un certain nombre de choses. Et en particulier, il y a des secteurs où on ne travaille pas parce qu'on considère que ça ne correspond pas à notre vision du monde dans des domaines environnementaux. Donc, énergie fossile, on ne finance pas de sujets à énergie fossile. Qu'est-ce que vous faites sur le social ? Je sais que vous venez d'inaugurer un incubateur de l'inclusion sociale. Qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais dire, d'abord, ça fait très longtemps qu'on finance le social, puisqu'on accompagne historiquement les structures associatives dans le domaine médical, dans le domaine médico-social. Et je prends un autre exemple. Nous sommes une banque qui a plus de 150 000 clients qui sont des majeurs protégés, donc des gens sous tutelle. Et je suis très fier de ce que nous faisons, parce que ces gens-là sont des acteurs économiques, même s'ils sont juridiquement contrôlés par un tuteur et un juge des tutelles. Donc, pour moi, l'histoire de l'Envolée, qui est donc notre incubateur basé à Saint-Denis, c'était une étape supplémentaire. Donc l'incubateur, c'est quoi ? C'est, au-delà de mettre à disposition un local, de permettre à un responsable de recruter des jeunes qui ont des initiatives. Je signale d'ailleurs que très prochainement, on va lancer l'appel à candidature pour une dizaine de places pour ceux qui le souhaiteraient pour faire partie de la deuxième promotion. La deuxième vague, là, en novembre. De l'Envolée. Le point important, c'est de repérer qu'est-ce qui peut aussi se produire. Être une entreprise qui finance un monde meilleur, c'est aussi faire advenir le monde meilleur. Et l'Envolée, c'est une manière de contribuer à faire advenir un monde meilleur par des gens qui ont des initiatives. Le gouvernement, en ce moment, a décidé de déployer l'investissement à impact social. Christophe Itier nous disait mi-septembre, ça y est, on a déjà 375 millions d'euros qui sont mobilisés au travers de différents fonds d'investissement sous la bannière French Impact, qu'a mis en place Christophe Itier, le haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire. Mais l'objectif, c'est d'atteindre 1 milliard d'euros. Est-ce que vous allez participer, en tant que crédit coopératif, à ce pool de financement pour l'impact social ? Nous y participons, comme nous avions participé en son temps avec le gouvernement précédent qui avait, lui, promis 500 millions d'euros de finances publiques, parce que c'est même la petite nuance. Moi, j'ai le souvenir que quand Christophe Itier, porte-parole de M. Macron, candidat, nous avait parlé d'1 milliard d'euros, on avait plutôt compris que ce serait 1 milliard d'euros de financement public. Bon, il a plutôt... Vous aviez peut-être mal compris. Oui, sans doute, ça doit être ça, c'est des promesses électorales, c'est ça. Et pour des raisons de contraintes budgétaires qui le dépassent, il est en train de fabriquer un pâté d'alouettes. Qui le dépasse, mais on sait bien, Jean-Louis Moncel, qu'il n'y a plus grave, d'argent dans les caisses de l'État, dans les caisses pas grave, publiques, dans les caisses des collectivités locales. L'important, c'est de faire levier, pour ne pas dire faire bascule, mais on pourra peut-être revenir sur ce point-là. Sur ces questions de finances à impact, il faut aussi travailler sur cette question de la mesure de l'impact. Et ça, c'est le boulot du crédit coopératif. Ben oui, on est un peu précurseur, vigie, etc. Qu'est-ce qu'on a eu fait avec la finance solidaire ? On a créé Finansol, un lieu où on s'est mis d'accord pour essayer de définir un label des standards, pour dire ça c'est solidaire, ça c'est pas solidaire. C'est la même chose aujourd'hui sur finance à impact. Il faut qu'on arrive à trouver des méthodologies et des déontologies de banquiers sur les questions de finance à impact. En matière de mesure de l'impact social, oui, justement, on est encore au cœur des décisions et de la stratégie menée par le gouvernement, qui lance actuellement des contrats à impact social, qui supposent donc le financement par le privé d'une action d'intérêt général menée par une association, le remboursement plus tard par le public, avec intérêt au profit du secteur privé qui l'a financé, donc une banque privée. Comment vous regardez ce dispositif-là, sachant que justement au cœur du dispositif, il y a cette mesure pertinente de l'impact social qui va être opérée sur un territoire ? Il y a bien longtemps que la France, elle avait déjà inventé la finance à impact, sauf que nous, on l'appelait finance solidaire. Voilà, premier élément. Deuxième chose qui est très importante, c'est de dire, nous, on ne fait pas du bookmaking à l'anglaise, parce que
En Grande-Bretagne, ils ont été les premiers à inventer les Social Impact Bonds. C'est pour ça que nous, on insiste sur la dimension contractuelle, qui est un point important. Ça ressemble au bookmaking anglais. Alors, l'exemple qu'on a tous en tête, c'était cette histoire de réinsertion de prisonniers. Donc, une association était était financée par un Social Impact Bond. Et s'il y avait un certain taux de réinsertion des prisonniers, c'était bingo. C'était Las Vegas. Cling, cling, ça tombait. En France, on a dit non, ça ne marche pas comme ça. Donc, on a proposé tout un cadre qui est en train de se décliner progressivement d'un gouvernement à l'autre. Il y a eu un rapport confié à Frédéric Lavenir, inspecteur général des finances, mais par ailleurs président de l'ADI, qui a fait des propositions de simplification. Donc, il y a un continuum. Mais au fond, quand je vous écoute, Jean-Louis Bancel, vous n'êtes pas très éloigné, vous êtes même assez proche, je trouve, de ce que porte aujourd'hui Christophe Ithier et le Haut-Commissariat à l'ESS. Je n'ai jamais eu de divergence. Vous allez travailler ensemble Bien sûr. Attendez, moi j'ai un principe dans ma vie, c'est... Moi, je fais pas en tant que président du Crédit Coopératif, je ne fais pas de politique. Moi, je me réjouis de trouver des terrains d'entente avec le gouvernement d'une façon générale. Pas seulement philosophique, financier aussi. Non. Investissement, vous allez apporter une partie des fonds que vous gérez. On le fait déjà. Attendez, je vais être très très clair. Alors après, c'est un vieux débat pour nous les financiers. Comment on va mettre dans le milliard? Est-ce qu'il va recycler des choses qui étaient avant? Oui, peut-être, sans doute. C'est pas grave. On a lancé il y a maintenant quelques années un fonds d'investissement qui s'appelle Impact Coopératif. Dans sa définition, dans son contenu et dans les sujets dans lesquels il investit, il a tout à fait sa place dans le milliard de M. Ithier. Et c'est un fonds qui est doté de combien aujourd'hui, on a 80 millions d'euros. Donc, ils peuvent contribuer à ce mouvement d'ensemble. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est déjà investi dans un certain nombre de coopératives, d'associations, etc. Donc, moi, vous savez, l'important, c'est de faire bouger les choses. Parce que construire un monde meilleur, c'est aussi permettre de construire à chacun, dans son monde à lui, dans son village, de construire des choses meilleures. Voilà. Jean-Louis Bancel, pour finir, vous êtes aussi le président de COOP/FR. C'est le mouvement coopératif en France. Français. Moi, je trouve que la voix du mouvement coopératif aujourd'hui est assez peu audible dans les transformations qui sont à l'œuvre dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Comment ça se fait? La remarque que vous faites sur la France dépasse la France. Elle vaut pour l'Europe, sachant qu'on a des situations très contrastées. La réalité économique, c'est que le mouvement coopératif français est fort économiquement. On a des banques coopératives significatives, on a des coopératives agricoles très importantes, etc. Dans d'autres pays, hélas, c'est le désert coopératif. Donc, ce qui est vrai que là où il y a un hiatus, c'est l'écart entre la réalité économique du mouvement coopératif français et son influence. Moi, j'ai une ligne très arrêtée, on en discute beaucoup au sein du conseil d'administration de COOP/FR, c'est de reprendre le lead des idées. Et par exemple, on a eu des grands débats entre nous autour de cette thématique des entreprises à mission, etc. Mon sujet n'est pas de dire c'est entreprise coopérative contre entreprise à mission. On peut très bien être une coopérative et être une entreprise à mission. On peut très bien être une entreprise à mission et ne pas être une coopérative. Mon point, c'est de faire percevoir que ce n'est pas qu'un statut juridique. C'est une question d'identité coopérative. La France est même un pays très créatif du point de vue des statuts juridiques. La SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif, intéresse plein de pays. Beaucoup de jeunes, dans le monde du digital, dans le monde des start-up, je vais dire comme ça, se revendiquent d'être des coopératives, même s'ils ne le sont pas du point de vue formel et juridique. Mais je m'en fous. Le sujet profond, c'est de savoir si on respecte des principes et des valeurs. Alors, puisqu'on est sur l'international, en 2020, justement, se tiendra le Congrès mondial des coopératives. Ça se passera à Séoul. Vous irez ? Oh oui. Quelle est la parole que vous irez porter au nom de la France ? J'irai porter cette question d'abord de l'identité. Ça sera les 125 ans de l'Alliance coopérative internationale. Structure qui a été créée, qui est la première structure non gouvernementale. C'est la première ONG, en fait, historiquement. L'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est d'abord de voir comment le monde bouge. L'enjeu climatique, ça c'est un premier point. Le choc du digital, non pas simplement du point de vue technologique, qui est la problématique pour moi, la voie coopérative est un humanisme en action. Donc, qu'est-ce qu'on va... On va se servir des technologies,
du big data, du digital, etc. Mais qu'est-ce qui va rester de notre humanisme? Et la troisième dimension, bien évidemment, c'est d'évoquer la question de la démocratie entrepreneuriale. Nous restons très attachés à ce principe, une personne, une voix de délibération et pas qu'une voix de vote. Et donc, mon point, c'est de porter ces éléments-là. Le monde change, nos principes et nos valeurs, il faut peut-être les revisiter sur certains volets et surtout rester fortement attachés au fait que la voie coopérative est une voie humaniste d'émancipation.